Chers collègues de l'assistance, bonjour. Donc, je vais enchaîner après la présentation du professeur Debouche sur la fabrication locale en général. Je vais enchaîner avec une présentation sur une catégorie bien précise qui est la classe 5, la fabrication des traitements oncologiques, quel impact sur l'accessibilité des traitements. Donc, il y a 4 chapitres qu'on va aborder. Donc, tout d'abord, une introduction sur le contexte global et le contexte algérien. Ensuite, la politique de production locale des traitements oncologiques en Algérie. Le troisième aspect qui est l'impact de la production locale sur l'accessibilité de ces traitements. Et enfin, quelques perspectives d'axes d'amélioration et des recommandations. Donc, en introduction, l'Algérie a connu une hausse très importante de cancer de cas selon le registre du cancer en 2022, avec plus de 50 000 nouveaux cas. Les traitements anticancéreux représentent une part très importante selon les efficacités, à savoir 40 à 50% des budgets des médicaments hospitaliers. Le pays est en lien de l'importation des traitements en neurologie de rupture souvent très fréquentes, et depuis 2020, grâce au renforcement par le gouvernement algérien de sa stratégie de substitution aux importations, donc ils ont encouragé la production locale, y compris les anticancéreux. Actuellement, plusieurs entreprises locales ou encore des joint ventures avec d'autres laboratoires étrangers sont investis dans la production locale. Donc, avant de passer à la production locale en Algérie, un petit aperçu sur le contexte mondial. Donc, selon le graphe suivant, l'incidence du cancer dans le monde, donc avec plus de la moitié de la population se trouve en Asie, en tête de liste la Chine, avec plus de 2,4 millions de nouveaux cas par an à partir de 2050, ce qui va donner une augmentation numéreuse de 51% par rapport à l'année 2022. En Afrique, donc, on a moins de nouveaux cas, donc 1,6 million de cas à partir de 2050, avec une augmentation de 135% par rapport à l'année 2022. Concernant les classes thérapeutiques ou les pathologies qui sont plus en croissance, on peut dire, que donc en tête des listes, il y a l'oncologie, donc il est en tête des listes, avec l'obésité qui est la croissance mondiale des produits pharmaceutiques. Concernant le coût des médicaments, donc la stratégie internationale, donc sur les principaux marchés, donc 3 molécules oncologiques ont été lancées en biosimilaires. Donc la stratégie dans la plupart des pays du monde, c'était l'adoption des biosimilaires en oncologie qui était supérieure à 50% dans les principaux marchés. Et les 3 molécules les plus importantes, c'était les anticorps monoclonaux. Donc les 3 molécules qui étaient donc le bevacizumab, le rituximab et le trastuzumab. Donc l'Algérie a adopté la même stratégie en 2021 avec l'enregistrement de plusieurs génériques biosimilaires de ces thérapies. Donc le premier de ces biosimilaires qui a été lancé en 2017 en Europe, donc il y a le rituximab, et en 2018 au Japon, en 2019 aux États-Unis, et enfin en 2021 en Algérie. Donc cela permet d'économiser près de 7 milliards d'euros en 2023 et près de 19 milliards d'euros en 2018. Donc sur les dépenses des médicaments anticancéreux, donc dans le monde, ils ont atteint presque 223 milliards de dollars dans le monde en 2023 et devraient atteindre presque 400 milliards de dollars. 74% de ces dépenses sont concentrées dans les principaux marchés développés, à savoir l'Union européenne et les États-Unis. Et l'oncologie devrait rajouter plus de 100 nouveaux médicaments grâce aux recherches et développement, avec donc les 5 prochaines années. Toujours dans le coût des cancers dans le monde, donc maintenant sur les pathologies. Donc 6 sur 10 des tumeurs les plus importantes connaissent donc une croissance à 2 chiffres, à savoir surtout les tumeurs solides. Donc on a le cancer du sein en tête de liste, le cancer du poumon dans la petite cellule, le myélome multiple, le cancer de la prostate et le cancer du rein, qui représentent 56% des ventes en oncologie. Concernant recherche et développement dans l'oncologie, donc le manque de produits en cours de développement
qui a augmenté donc à plus de 2000 produits en cours de développement. Et surtout, les dernières années, de 2020 à 2022, donc il y avait eu un nombre très élevé de molécules développées en oncologie et dans le domaine de la cancérologie. Si on voit dans le graphe suivant, donc qui résume le nombre de molécules développées en fonction de la pathologie, donc toujours la cancérologie, donc qui est colorée en bleu foncé, qui est en première position. Si on regarde par rapport aux tumeurs solides ou les tumeurs, on peut dire que c'est les cancers hématologiques, donc il y a toujours des tumeurs solides qui ont le plus de molécules développées dans le domaine des thérapies des tumeurs solides. Maintenant, le contexte en Algérie, donc avec un peu des statistiques sur le cancer, et quelle est la politique nationale dans la prise en charge du cancer, avec quelques exemples. Donc, premièrement, selon le registre national de cancer de 2022, le cancer constitue l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le pays, donc à savoir deuxième cause de décès après les maladies cardiovasculaires. Et selon le registre national, l'Algérie enregistre annuellement près de 50 000 nouveaux cas. Cette prise en charge est un peu complexe, donc demande la participation de plusieurs disciplines, et l'État algérien a entrepris des efforts significatifs pour améliorer, à savoir la prévention, le diagnostic, les traitements et aussi le suivi des patients. Selon les statistiques, le crédit alloué au profit des établissements de santé publique au titre de l'exercice 2023 est plus de 700 milliards de dinars. Donc, concernant les médicaments, ils représentent un pourcentage de part de 22%, équivalent à 157 milliards de dinars. Sur ces 157 milliards de dinars, le cancer représente 40% de ces dépenses, à savoir 60 milliards de dinars. Concernant certaines dépenses d'APCH, comme l'approvisionnement d'APCH en médicaments, donc si vous allez remarquer par rapport aux autres pathologies, les dépenses ont augmenté de 2021 à 2023, ils ont été multipliées par 2. Concernant la cancérologie, donc de 2021 à 2023, il y a eu donc une augmentation, une multiplication des dépenses fois 3. Donc d'où trouver toute une solution sur les mécanismes de financement, justement pour prendre en charge toutes les pathologies et toutes les molécules qui ont été enregistrées et mises dans la liste commerciale de la PCH. Une slide sur le financement du système de santé. Donc, comme tous les pays du monde, l'Algérie a adopté la même stratégie. Donc, depuis la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique, il y a eu l'enregistrement des premiers biosimilaires, donc à savoir les anticorps monoclonaux. Et grâce à cette introduction, l'adoption de ces biosimilaires, donc les économies réalisées grâce à cette adoption ont contribué à l'introduction d'une trentaine d'innovations en 2023 et principalement l'oncologie. Donc vous savez tous qu'il y a eu une trentaine de molécules qui ont été enregistrées en 2017 et malheureusement faute de budget, donc il n'y a pas eu l'introduction de ces molécules sur le marché. Et donc grâce à cette introduction des biosimilaires, on a eu l'introduction de ces innovations malgré tout ça en retard, mais malgré tout il y a eu l'introduction en 2023. Sur le diagramme suivant, il est une étude approximative sur les prix des princeps sur les 6 BCI, à savoir les anticorps monoclonaux en cancérologie et les 3 anticorps monoclonaux en rhumatologie. Donc on a comparé le prix unitaire du princeps en le comparant avec le prix unitaire du biosimilaire. Et grâce à cette étude comparative, on a pu avoir une économie prévisionnelle seulement à l'enregistrement à 100 millions de dollars, équivalent de 50% de baisse des prix, sans oublier l'appel d'offres. Et grâce à la concurrence, il y aura une baisse supplémentaire de prix. Sur les molécules, sur les 27 produits biothérapeutiques similaires représentés par les 6 DCI, il y a pas de nom de molécules. Il y a le bevacizumab en deuxième position avec 38 millions de dollars d'économie prévisionnelle déjà à l'enregistrement, sans passer par l'appel d'offres, et le trastuzumab en deuxième position par 25 millions de dollars. Concernant la production locale des médicaments anti-cancer en Algérie,
Donc cette diapo montre en 2020 le volume du marché algérien. Donc il figure donc parmi les 5 pays du top 5 des pays qui détiennent 65% des ventes pharmaceutiques en Afrique. En 2021, avec une hausse de l'ordre de 1 milliard de dollars de la production locale, grâce à l'encouragement de la production locale, grâce à l'introduction ou la création du ministère de l'industrie pharmaceutique. Les chiffres actuels, donc, le ministère de l'industrie pharmaceutique a enregistré en 2022 196, donc actuellement selon les dernières données de 2025, on est à 213 établissements pharmaceutiques de fabrication. Les types de produits ont été cités par le professeur Lepouche, donc je crois sans diapo est plus détaillé, voilà, on a plus de chiffres actualisés. Donc actuellement, il y a 3 sur 4 médicaments qui sont fabriqués localement avec une majorité des formes sèches. Ça, c'est une ancienne diapo de 2021, malheureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres actualisés. Donc, depuis l'enregistrement, il y a une baisse de nombre de médicaments importés de 560 produits en 2020 à 300 produits en 2021. Et sur les 1400 DCI total, donc il y a 800 produits de fabrication locale. Et sur les 207 fabrications locales enregistrées en 2021, il y a eu 43 nouveaux produits première fabrication locale, dont 37% représentés par l'oncologie. Donc, il y a eu donc les efforts de l'État justement pour encourager les fabricants locaux à développer des produits d'oncologie. Selon les dernières données de la nomenclature nationale, donc j'ai pris les 3700 lignes de fabrication locale sur les 5000 selon la dernière nomenclature. Donc on a une couverture de presque 73%. Dans 95 lignes de molécules anticancéreuses classées produites localement qui correspondent principalement à 37 décennies. Et actuellement, il y a environ 14 laboratoires qui produisent ou conditionnent les médicaments anticancers localement. Et ces 14 producteurs, donc, ils ont plus d'affinité sur les inhibiteurs tyrosinkinase, plus des anticorps monoclonaux, cytotoxiques, quelques molécules d'hormonothérapie et aussi, dernièrement, quelques soins de support comme les antiémétiques, les traitements de la métropole fébrile et d'autres traitements utilisés comme soins de support. Et j'ai essayé de résumer dans ce graphe. Pardon, là. Donc c'était juste pour choisir ou faire le point sur le nombre de laboratoires détenteurs des données par molécule. Donc il y a plusieurs molécules, donc à savoir l'acétylide, l'ibrutinib, le pembrolizumab, qui est le seul immunothérapie qui est fabriqué localement. Et à la fin, il y a sur les 37 DCI, il y a seulement 46% de molécules qui n'ont qu'un seul détenteur. Donc d'où le risque de rupture, le risque important de rupture ou d'accessibilité. Donc d'où l'importance d'enregistrer au moins 2 à 3 détenteurs par molécule justement pour éviter les situations monopolistiques et aussi améliorer l'accessibilité. Le dernier point sur l'impact de la production locale sur l'accessibilité. Donc j'ai cité quelques points, mais je voulais au moins revenir un peu en arrière sur l'expérience algérienne dans la prise en charge du Covid. Donc la production locale qui renforce la souveraineté sanitaire. Donc toujours, je cite l'expérience ou la leçon de la Covid-19, où à l'époque l'ensemble, pour la plupart, la majorité des produits étaient fabriqués localement. Je cite toujours l'exemple des moyens de protection, de l'oxygène médical ou des médicaments. Il y a eu beaucoup d'efforts à l'époque suite à la création du ministère dans la production. Premier, l'année passée, où les bavelles FFP ont passé de 0 fabricant à 4 fabricants avec une capacité de 500 ml par jour. Concernant les bavelles normales, on est passé de 4 fabricants à 18 fabricants avec plus de 173 000 unités jour. L'oxygène médical avait un effort très important. On est passé d'un seul producteur avec 140 000 litres à presque 700 000 litres par jour. Le volet médicaments, donc à l'époque pendant le Covid, l'ensemble des produits pharmaceutiques utilisés étaient presque, ou la majorité, fabriqués localement. Donc avec un nombre qui est passé de 90 000 boîtes à
à 160 000 watts environ. Et l'exemple le plus intéressant à développer, c'est les appareils. Donc on est passé en 2019 zéro fabrication. En 2021, on avait donc 70% du marché à la fabrication locale. En 2022, 100% à la fabrication locale grâce aux deux producteurs de nos appareils. Donc, à cause de la pandémie, l'État a fait un effort justement pour développer certaines molécules et on a maintenant une production à 100% locale. Le deuxième point, deuxième avantage sur l'impact, c'est la réduction des coûts. Donc, selon la littérature, les médicaments produits localement coûtent jusqu'à 30 à 60% moins cher que les produits importés. Donc, l'exemple toujours des premiers enregistrements à la fabrication locale en 2021. Donc, 43 produits auparavant sont passés à la production locale qui constitue une substitution directe à l'importation. Donc, avec un montant initial de 100 millions de dollars. Donc, on passe à 50 millions de dollars avec une économie de presque 50% juste à l'enregistrement. Donc, si on a d'autres concurrents à l'appel d'offres, donc on aura des prix encore plus intéressants. Sur les 43 produits, 44% qui est dédié à l'oncologie. Donc, toujours, c'est les produits d'oncologie qui sont plutôt orientés. Les laboratoires sont orientés ou attirés par les produits d'oncologie. Et sur les 44 produits, donc seulement sur l'oncologie, il y a une économie presque de 50 millions de dollars. Le troisième point, donc le plus important, c'est grâce à la réduction des coûts. Donc ici, on a l'amélioration de l'approvisionnement de la disponibilité, donc moins de dépendance vis-à-vis des importations, et comme a dit le professeur Bouche, par rapport à la disponibilité des médicaments dans les régions. Donc on a 3 fois en Algérie, on a plutôt Constantine, Alger, Oran. Donc on va assurer plutôt l'accès ou l'accessibilité des traitements dans toutes les régions du pays. Le quatrième, c'est toujours l'exemple du dasatinib qui était importé des États-Unis. Et pour le commander, donc il fallait faire un bon de commande 6 mois à l'avance, justement pour avoir le produit à temps pour éviter la rupture. Donc actuellement, là, le produit il est fabriqué localement. Donc d'où l'intérêt de plutôt améliorer l'accessibilité de ce produit. Et le dernier point, donc je ne sais pas si c'est un point plus pour la sécurité sociale, même le laboratoire, c'est d'adapter les formulations des dosages aux besoins spécifiques de la population. Donc je cite l'exemple quand j'étais à l'hôpital de CPMC par rapport au cumul des doses pour la capacité externe. Donc il est dosé à 40 mg et pour ouvrir un flacon, il nous faut 2 patients justement pour ne pas jeter le produit à la fin de journée. Donc c'est pour ça qu'on faisait un cumul de patients justement pour ne pas jeter le produit. D'où je vois l'intérêt de sensibiliser les producteurs par rapport à ça, justement d'adapter ces doses par rapport à la production locale. Et le deuxième exemple, c'est les comprimés pour les maladies chroniques. On trouve toujours boîte de 28, boîte de 30. Et pour un traitement de 3 mois, on est obligé de rajouter une boîte de 30 juste pour 6 comprimés. Donc le reste, donc il sera soit laissé ou jeté, ou il sera donc, un produit qui sera mis à l'écart. Donc d'où l'intérêt d'adapter ces formulations et ces dosages en fonction des besoins de la population et même pour les dépenses de la sécurité sociale. En conclusion, malgré ces dernières années une évolution de la production locale algérienne, mais il y a quand même quelques axes à améliorer, quelques points, on peut dire, pas négatifs, mais à retravailler. Premièrement, le respect des programmes prévisionnels. Donc toujours, il faut sécuriser le circuit des matières premières. Surtout quand on a un seul fournisseur, donc il y a toujours des problèmes de rupture. Ces dernières années, on a vu avec le cabicétamine, avec plusieurs traitements, il y a eu problème de rupture parce qu'il y a un seul fournisseur. D'où l'intérêt ou une réflexion sur la production de certaines matières premières afin de diminuer la dépendance à l'Inde et la Chine qui sont les principaux producteurs de matières premières. Donc à l'époque, en 2021, il y avait un projet qui a été présenté par les Chinois au ministère justement pour choisir quelques molécules afin de produire les matières premières. J'espère que ça, dans les prochains mois, les prochaines années, donc il y aura la concrétisation de ce projet justement pour éviter la dépendance. Troisièmement, choix stratégique des molécules à développer localement.
Et surtout, il faut aller vers les produits ou les molécules. Il y a le monopole pharmaceutique. Je cite toujours l'exemple du paracétamol. Sur la nomenclature, il y a plus de 30 de producteurs, mais réellement, il y a 10 producteurs seulement du paracétamol. Donc, justement, l'intérêt, c'est d'orienter les producteurs vers d'autres catégories où on n'a pas la production locale. Ça ne sert à rien de produire un 31 millions de paracétamol, sauf s'il est dédié ou il est utilisé pour l'exportation. Ça, c'est un autre rôle. Le quatrième point, la nécessité de produire localement certains anticancéreux à petit prix, qui sont toujours délaissés. Ils n'attirent pas les producteurs, c'est le méthotrexate, surtout par la pédiatrie. Donc il y a beaucoup de molécules qui sont délaissées pour la pédiatrie. Déjà, c'est une population qui est très très sensible. Il y a moins de thérapies pour la population pédiatrique. Et d'où l'intérêt de développer certains produits comme le méthotrexate. On a eu plusieurs ruptures ces dernières années. Il y a l'asparaginase, il y a un seul fournisseur mondial, je crois anglais. Donc il y a eu beaucoup de ruptures par rapport à ces molécules. C'est des molécules à petit prix, mais qui ont une part de marché très importante. D'où l'intérêt d'attirer ou proposer ou de travailler avec les producteurs justement pour utiliser, pour choisir ce type de molécules. Le cinquième point, je trouve c'est un point très important, surtout avec les problématiques des enregistrements ces derniers temps, c'est de garantir les mesures d'accompagnement aux patients lors de l'enregistrement. Quand on enregistre un médicament, on n'enregistre pas le médicament seul. Il y a des mesures d'accompagnement, que ce soit des dispositifs, il y a toujours un dispositif qui va avec le produit, ou aussi le testing. Le testing moléculaire ou l'anapate, il est toujours pris en charge par le laboratoire jusqu'à présent. Donc quand on enregistre un médicament, donc toujours il faut penser aux mesures d'accompagnement justement pour bien accompagner le patient. Et c'est un cas réel. Je sens citer les détails, mais c'est un cas réel, surtout pour le testing. Encourager l'investissement dans la recherche et le développement. Donc ça c'est un point très important. Même en travaillant avec les multinationales, avec les laboratoires étrangers, mais on a besoin de promouvoir ces collaborations publiques-privées justement pour faciliter le développement de cette industrie. Et le dernier point, j'ai discuté avec le professeur Nico sur ça, donc je pose toujours la question pour la dispensation des traitements oncologiques oraux en officine pour améliorer l'accessibilité. Je ne sais pas si c'est un bon point, peut-être qu'il a des avantages et des inconvénients, mais je trouve que c'est un bon point justement pour que le patient trouve son traitement en officine, pour éviter les déplacements, pour éviter donc plusieurs routines avec une direct justement, et avoir